En quelques années, un pays sans pétrole ni accès à la mer a bouleversé un scénario écrit d'avance. Le Burkina Faso, longtemps réduit à la pauvreté et à la dépendance, affiche désormais des routes, des projets énergétiques et des chaînes de valeur locales là où l'on n'attendait que l'échec. Mais que révèle réellement cette trajectoire pour ceux qui y vivent? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il systématiquement lorsque l'on parle de souveraineté et d'action concrète? Une expérience risquée, aux conséquences durables. Cette histoire ne promet pas un conte héroïque ni une réussite garantie. Elle propose autre chose. Comprendre ce qui est réellement en jeu lorsqu'un pays décide de rompre avec des décennies de dépendance structurelle. Pour le Burkina Faso, l'enjeu n'est pas seulement économique, il est politique, social et symbolique à la fois. Si cette trajectoire fonctionne, elle démontre qu'un État pauvre, enclavé et longtemps marginalisé peut créer de la valeur à partir de ses propres ressources, sans attendre des solutions extérieures. Pour les citoyens, cela signifie des revenus plus stables, un accès à l'énergie et une dignité retrouvée dans le travail local. A l'inverse, l'échec aurait un coût élevé. Il renforcerait l'idée que l'autosuffisance est une illusion dangereuse et que la dépendance reste la seule voie possible pour les nations fragiles. C'est pourquoi chaque projet, chaque décision et chaque résultat sont observés bien au-delà des frontières du pays. Ce récit offre donc une clé de lecture essentielle. Il permet d'évaluer si la souveraineté par l'action est une stratégie viable ou un pari trop risqué pour un pays comme le Burkina Faso. En moins d'une décennie, l'accès à l'électricité est passé de moins de 10% des villages à plus de 50% et plus de 300 000 personnes en bénéficient directement. Dans le même temps, une seule usine agroalimentaire, financée à hauteur de 8 millions de dollars, a suffi pour doubler la production transformée d'un produit local. Ces deux faits, rarement mis côte à côte, résument l'ampleur du basculement en cours. Ce n'est pas un miracle spontané, mais une série de décisions qui ont déplacé le centre de gravité du pays vers l'action concrète, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, le Burkina Faso a été décrit comme un État dépendant, coincé entre pauvreté structurelle et aides extérieures. L'agriculture produisait sans transformer, l'énergie manquait et l'infrastructure limitait l'accès au marché. Cette situation entretenait un cercle fermé, produire peu de valeur, importer cher et rester vulnérable aux chocs extérieurs. Le discours dominant présentait cette dépendance comme une fatalité géographique et économique. Le changement de cap s'est opéré lorsque la souveraineté a cessé d'être un slogan pour devenir un critère de décision. Plutôt que de multiplier les promesses, la stratégie a consisté à identifier des points de rupture précis, transformer localement ce qui était exporté brut, produire de l'énergie là où elle manquait et relier le pays à ses voisins par des infrastructures maîtrisées. Chaque initiative visait un effet mesurable sur la vie quotidienne. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure idéologique que comme un catalyseur. Son rôle a été de concentrer l'effort politique sur des projets visibles, capables de modifier rapidement la perception collective. Routes, énergie solaire et transformation agricole ont servi de preuves tangibles, réduisant l'écart entre discours et réalité. La question centrale devient dès lors évidente, ces premiers résultats sont-ils suffisants pour soutenir un modèle durable ou ne représentent-ils qu'un sursaut temporaire dans un environnement encore fragile? Dans les villages ruraux, les changements ne se lisent pas d'abord dans les discours officiels, mais dans des gestes simples. Une agricultrice peut conserver ses récoltes plus longtemps. Un enfant étudie après le coucher du soleil. Un petit atelier fonctionne sans interruption. Ces scènes ordinaires donnent une matérialité aux réformes engagées, bien avant qu'elles ne soient analysées à l'échelle macroéconomique. L'un des premiers effets visibles concerne l'agriculture. Avant les initiatives de transformation locale, produire signifiait souvent perdre de la valeur. Les récoltes étaient vendues à bas prix, parfois abandonnées, faute de débouchés. Avec l'apparition d'unités de transformation, le travail agricole retrouve un sens économique immédiat. Les producteurs voient leurs revenus se stabiliser et la relation au marché devient moins asymétrique. L'énergie constitue un autre point d'appui décisif. L'arrivée de l'électricité solaire dans des zones jusque-là isolées modifie rapidement les usages. Les écoles prolongent leurs horaires. Les centres de santé maintiennent leurs équipements en fonctionnement.
Des activités économiques modestes mais régulières émergent, créant un tissu local là où régnait l'attente. Ces effets précoces n'annoncent pas une prospérité généralisée, mais ils rompent avec l'immobilisme. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré joue un rôle de repère plutôt que de héros solitaire. Il incarne une orientation politique qui privilégie des résultats visibles, capables de restaurer la confiance collective. La population n'adhère pas à une idéologie abstraite, elle observe des changements concrets dans son quotidien. Ces impacts initiaux suffisent-ils à enclencher une dynamique durable ou ne sont-ils que des signaux fragiles dans un processus encore réversible ? Avant ce tournant, le schéma était prévisible. Le Burkina Faso produisait des matières premières, les exportait à faible valeur, puis rachetait des produits transformés à des coûts élevés. Cette logique pesait sur les revenus agricoles, limitait l'emploi local et renforçait la dépendance extérieure. Le déclenchement s'est produit lorsque cette mécanique a été explicitement remise en cause par une série de choix politiques orientés vers la souveraineté opérationnelle. La première étape a consisté à cibler des secteurs capables de produire un effet rapide et visible. L'agriculture s'est imposée comme un point d'entrée évident. La création d'une usine de transformation de tomates, surnommée la Red Gold Factory, marque ce moment initial. Avant, les tomates pourrissaient ou étaient bradées, après que les semelles deviennent un produit transformé localement, vendu à un prix plus juste. Ce basculement n'est pas symbolique, il est structurel, la valeur reste sur le territoire, les emplois apparaissent et les producteurs gagnent en prévisibilité. Parallèlement, l'énergie a servi de levier d'accélération. Les projets solaires ont été conçus non comme des vitrines technologiques, mais comme des outils de désenclavement. En connectant progressivement plus de 150 villages, l'électricité cesse d'être un privilège urbain. Elle devient un socle pour l'éducation, la santé et l'activité économique. Cette simultanéité entre agriculture et énergie crée un effet de renforcement mutuel. Produire mieux nécessite de l'énergie et l'énergie trouve sa justification dans la production locale. Le point de bascule intervient avec l'infrastructure de transport. La décision de construire une autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire rompt un autre verrou historique. Avant, les coûts de logistique pouvaient représenter jusqu'à 30% du prix final des produits, après ils chutent à environ 15%. Cette réduction change la compétitivité des producteurs locaux et ouvre un accès plus direct aux marchés régionaux. La route n'est plus seulement un axe physique, elle devient un outil stratégique de souveraineté commerciale. Ibrahim Traoré apparaît à ce stade comme l'architecte de cette séquence, non pas par un projet unique, mais par l'enchaînement cohérent des décisions. Chaque initiative prépare la suivante, transformer pour créer de la valeur, électrifier pour soutenir la production, connecter pour écouler les produits. Cette logique cumulative distingue ces actions d'une simple juxtaposition de projets. Les répliques de ce basculement se manifestent rapidement. Les revenus agricoles augmentent, les emplois locaux se multiplient et l'intérêt d'investisseurs jusque-là hésitants commence à émerger. Dans le même temps, de nouvelles tensions apparaissent. Le financement, la gestion et la coordination de ces projets posent des défis croissants. Plus l'ambition s'élargit, plus les risques s'accumulent. La séquence est donc claire. Un système ancien est activement démonté, remplacé par une chaîne d'actions interdépendantes. Reste à savoir si cette dynamique peut résister au temps, aux contraintes financières et aux pressions extérieures, ou si elle atteindra un seuil difficile à franchir. Au départ, moins de 10% des villages disposaient d'un accès régulier à l'électricité. Aujourd'hui, plus de la moitié sont connectés, et plus de 300 000 personnes en bénéficient directement. Ce simple glissement de base à résultat illustre la logique suivie, partir d'un manque précis, investir de façon ciblée, puis mesurer l'effet réel sur la population. Ce n'est pas une accumulation de chiffres, mais une lecture avant-après qui permet d'évaluer la portée des choix effectués. Le premier indicateur concerne l'énergie. Avant les projets solaires, l'activité économique rurale était limitée par l'obscurité et l'irrégularité de l'approvisionnement. Après l'installation des infrastructures, les écoles prolongent leurs heures d'enseignement, les centres de santé fonctionnent sans interruption et de petites entreprises apparaissent. L'électricité devient un multiplicateur de productivité
plutôt qu'un simple service. Chaque village électrifié crée un écart mesurable entre une économie de subsistance et une économie fonctionnelle. L'agriculture offre un second repère chiffré. Avant la mise en place de l'usine de transformation de tomates, une part importante de la production était perdue ou vendue à des prix dérisoires. Depuis son ouverture, la production transformée a doublé, générant plus de 150 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Le revenu moyen des agriculteurs concernés a progressé d'environ 40%. Ce delta ne traduit pas une richesse soudaine, mais une stabilisation décisive, qui permet d'investir, de planifier et de rester sur les terres agricoles. Le troisième indicateur touche aux infrastructures de transport. Avant la construction de l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, les coûts logistiques pouvaient atteindre 30% du prix final des produits agricoles. Après la mise en service, ce ratio est tombé autour de 15%. Cette réduction modifie la structure même de la compétitivité locale. Les producteurs gagnent en marge, les exportations deviennent plus viables et le pays améliore sa position dans les échanges régionaux. Ces chiffres, pris isolément, pourraient sembler modestes à l'échelle mondiale. Mais leur cohérence change la lecture d'ensemble. Ils montrent une transformation progressive de contraintes historiques en leviers économiques. Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans une logique de résultats mesurables, où chaque projet doit produire un effet vérifiable sur la production, l'emploi ou les coûts. Il existe toutefois des limites visibles dans ces données. L'électrification reste inégale, les capacités industrielles sont encore concentrées sur quelques filières, et la soutenabilité financière des investissements demeure un point de vigilance. Les chiffres ne racontent pas une réussite totale, mais une trajectoire en construction. La force de cette approche réside précisément dans cette transparence relative. Les progrès sont quantifiés, les écarts restent identifiables, et les marges de progression sont connues. La question devient alors stratégique. Ces résultats chiffrés peuvent-ils servir de socle à une expansion plus large, ou atteindront-ils rapidement un plafond difficile à dépasser sans changement structurel supplémentaire ? Les critiques du modèle burkinabé ne se limitent pas à des oppositions idéologiques. Elles reposent sur des arguments structurés, souvent formulés par des économistes et des observateurs régionaux. Le premier reproche concerne la soutenabilité financière. Investir simultanément dans l'énergie, l'agriculture et les infrastructures exigerait des ressources que le pays ne possède pas durablement. Selon cette lecture, l'accumulation de projets risquerait d'alourdir l'endettement et de déplacer la dépendance, non plus vers l'aide directe, mais vers des mécanismes financiers plus contraignants. Un second argument porte sur la capacité de gestion. Multiplier les chantiers suppose des institutions solides, une administration efficace et des compétences techniques disponibles localement. Les sceptiques estiment que la vitesse d'exécution pourrait dépasser les capacités de suivi, entraînant des retards, des surcoûts ou une baisse de qualité. Dans ce scénario, les résultats initiaux masqueraient des fragilités structurelles qui apparaîtraient à moyen terme. La troisième critique touche au contexte géopolitique. En affirmant une souveraineté économique et énergétique, le Burkina Faso s'expose à des pressions extérieures accrues. Réduire certaines dépendances peut provoquer des réactions politiques ou commerciales, susceptibles de freiner l'accès au marché, aux technologies ou au financement. Pour ces détracteurs, ce risque est sous-estimé dans l'enthousiasme actuel. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils décrivent des échecs déjà observés ailleurs. La réponse factuelle repose cependant sur les données disponibles. Les projets engagés sont ciblés, relativement modestes en capital et conçus pour générer des effets économiques mesurables à court terme. L'usine de transformation agricole, les installations solaires et les infrastructures routières répondent à des goulets d'étranglement identifiés plutôt qu'à une logique de prestige. Ibrahim Traoré n'a pas prétendu éliminer ces risques. La stratégie semble plutôt viser un arbitrage assumé, accepter une exposition contrôlée aujourd'hui pour réduire une dépendance chronique demain. Les résultats chiffrés montrent des gains de productivité, une baisse des coûts et une création d'emplois sans signal immédiat de déséquilibre majeur. Ce point marque un changement de lecture essentiel. Jusqu'ici, les projets
pouvait être perçu comme une juxtaposition d'initiatives sectorielles. À ce stade, il révèle une logique plus profonde. La souveraineté n'est pas d'abord une posture diplomatique, mais une transformation progressive des pratiques ordinaires. L'électricité, la route ou l'usine n'ont de sens que parce qu'elles modifient ce que les gens font chaque jour. L'accès à l'énergie ne sert pas uniquement à éclairer des bâtiments. Il permet de conserver des aliments, de soigner sans interruption et de produire au-delà de la subsistance. De la même manière, transformer localement un produit agricole ne vise pas seulement à augmenter les revenus, mais à réorganiser la relation entre producteurs, marché et territoire. Ces changements, discrets, pris isolément, finissent par recomposer l'ensemble du système. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît sous un angle différent. Il ne s'agit plus seulement d'un dirigeant qui lance des projets, mais d'un acteur qui cherche à déplacer les habitudes économiques ancrées depuis des décennies. La rupture ne se fait pas par décret, mais par l'accumulation de nouvelles normalités. Cette révélation éclaire les étapes précédentes. Ce qui semblait fragmenté s'assemble en une stratégie cohérente. La question devient alors immédiate: si les usages changent durablement, quelles conséquences concrètes cela entraîne-t-il pour l'État, les entreprises, les citoyens et la région entière? Pour l'État, les effets de cette trajectoire se traduisent d'abord par une marge de manœuvre accrue. La réduction des coûts logistiques, l'augmentation de la production locale et l'élargissement de l'accès à l'énergie améliorent la base économique sur laquelle reposent les politiques publiques. Sans transformer radicalement les finances nationales, ces changements offrent une capacité nouvelle à planifier, à prioriser et à négocier. L'État ne dépend plus uniquement de flux extérieurs pour maintenir des services essentiels, ce qui modifie son rapport à la souveraineté budgétaire et stratégique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne une orientation où l'action économique devient un outil de stabilisation politique. Pour les entreprises locales, l'impact est plus direct, la baisse des coûts de transport et l'accès plus fiable à l'électricité réduisent les barrières à l'entrée. De petites unités de transformation, des ateliers et des services émergent là où l'activité était auparavant trop risquée ou trop coûteuse. Les entreprises agricoles bénéficient d'une chaîne de valeur plus courte et plus lisible, ce qui facilite l'investissement et la projection à moyen terme. Cette dynamique ne crée pas encore un tissu industriel dense, mais elle amorce une diversification économique longtemps absente. Du côté des citoyens, les conséquences de mesures dans le quotidien. Les agriculteurs voient leurs revenus se stabiliser grâce à des débouchés locaux plus prévisibles. Les familles bénéficient d'un accès à l'énergie qui transforme les conditions de vie, de l'éducation à la santé. Les jeunes trouvent donc des opportunités d'emploi à proximité de leur lieu de vie, réduisant la pression migratoire interne. Ces évolutions ne suppriment pas la précarité, mais elles en modifient la nature, en introduisant une perspective de continuité et non plus de survie immédiate. À l'échelle régionale, le Burkina Faso commence à changer de statut. Les infrastructures de transport et la montée en puissance de la production locale renforcent son intégration dans les échanges ouest-africains. Le pays n'apparaît plus seulement comme un espace enclavé, mais comme un acteur capable de proposer des flux commerciaux et énergétiques. Cette évolution attire l'attention d'investisseurs et d'États voisins, tout en suscitant une vigilance accrue de la part de partenaires traditionnels. Ces 4 niveaux s'influencent mutuellement. L'État gagne en crédibilité lorsque les entreprises se développent, en Konibin. Les citoyens adhèrent davantage lorsque les bénéfices sont visibles. La région s'adapte lorsque de nouveaux équilibres émergent. Ibrahim Traoré se situe au croisement de ces dynamiques, non comme une garantie de succès, mais comme un point de convergence. La conséquence majeure apparaît alors clairement. Ce modèle ne se juge plus sur des intentions, mais sur des effets concrets. Reste à savoir si ces effets peuvent être amplifiés sans perdre leur cohérence initiale, ou s'ils atteindront un seuil où les tensions l'emporteront sur les gains. À court et moyen terme, l'évolution de cette trajectoire peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts, sans présumer d'un résultat définitif. Le premier scénario, dit de consolidation, repose sur la stabilisation des acquis. Les projets énergétiques et agricoles poursuivant leur déploiement au rythme actuel, les infrastructures existantes sont entretenues et les chaînes de valeur locales gagnent progressivement en efficacité.
Dans ce cadre, les gains restent mesurés mais réguliers. L'économie ne se transforme pas radicalement, mais elle réduit sa vulnérabilité aux chocs externes. La priorité devient alors la gestion, la formation et l'optimisation des ressources déjà engagées. Un second scénario, plus optimiste, suppose une accélération maîtrisée. Les résultats initiaux renforcent la confiance interne et externe, attirant davantage d'investissements productifs. Les projets solaires s'étendent à de nouveaux territoires. La transformation agricole se diversifie au-delà d'une seule filière. Et l'infrastructure de transport soutient une intégration régionale plus poussée. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso pourrait s'imposer comme un pôle de résilience régionale. Cette dynamique renforcerait la légitimité politique de l'approche incarnée par Ibrahim Traoré, tout en augmentant les attentes de la population. Le troisième scénario est plus contraint. Il envisage des blocages liés à des tensions internes, à des contraintes financières ou à des pressions extérieures accrues. Les projets avancent plus lentement, certains investissements sont différés et la capacité de coordination devient un facteur limitant. Les bénéfices restent visibles, mais insuffisants pour entretenir l'élan initial. Dans ce contexte, le risque principal n'est pas l'effondrement, mais l'essoufflement progressif, qui pourrait fragiliser la confiance collective. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les secteurs et les régions. Le point commun réside dans une incertitude structurante. La réussite dépendra moins de nouvelles annonces que de la capacité à maintenir la cohérence entre objectifs, moyens et résultats. Le choix stratégique consiste alors à arbitrer entre vitesse et solidité, entre ambition et capacité réelle. Une question s'impose pour la suite. Quelles décisions concrètes permettront de transformer les premiers succès en un cadre durable, capable de résister aux contraintes économiques et politiques à venir? Pour un observateur extérieur, ces dynamiques peuvent sembler lointaines. Pourtant, elles touchent à des préoccupations universelles. La question n'est pas seulement celle du Burkina Faso, mais celle de la manière dont une société transforme des contraintes en choix collectifs. À ce niveau, l'expérience en cours agit comme un miroir pour d'autres contextes marqués par la dépendance, la rareté ou l'inégalité d'accès aux ressources essentielles. Pour les travailleurs et les petites entreprises, le message est clair. Lorsque l'énergie devient plus fiable et les coûts de transport plus prévisibles, l'activité cesse d'être une prise de risque permanente. Même à petite échelle, la stabilité permet de planifier, d'investir et de transmettre un savoir-faire. Ce mécanisme n'est pas propre à un pays. Il décrit une logique économique valable partout où les infrastructures conditionnent l'autonomie. Pour les citoyens, l'enjeu est encore plus concret. Étudier le soir, conserver des aliments, accéder à des soins continus sont des expériences quotidiennes qui redéfinissent la notion de progrès. Elle rappelle que le développement ne se mesure pas uniquement en taux de croissance, mais en continuité de service et en dignité vécue. Ces éléments, souvent invisibles dans les statistiques globales, façonnent pourtant la perception de l'avenir. À l'échelle collective, cette trajectoire pose une question plus large. Jusqu'où une société peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire localement ce qu'elle consomme et de maîtriser ses leviers essentiels ? L'approche portée par Ibrahim Traoré met en avant cette interrogation sans y apporter de réponse universelle. Elle montre simplement que l'inaction n'est pas la seule option face aux contraintes structurelles. Pour le public, le lien se fait ici. Chaque choix de politique publique, chaque investissement dans l'énergie, l'éducation ou la production locale reflète un arbitrage entre dépendance et autonomie. Observer ce cas permet d'éclairer ses propres attentes et ses propres limites. La question finale devient personnelle. Dans votre propre contexte, quel levier concret pourrait transformer des contraintes subies en capacités durables ? À ce stade, la trajectoire ne peut se prolonger sans une structuration plus explicite des actions. La première étape consiste à consolider l'existant. Cela implique de sécuriser les infrastructures énergétiques déjà installées, d'assurer leur maintenance locale et de former des techniciens capables d'intervenir sans dépendre d'une expertise extérieure. La mesure clé reste simple: continuité de service et réduction des pannes sur l'ensemble des sites déjà connectés. La deuxième étape concerne l'agriculture et la transformation locale. Il s'agit d'élargir progressivement les chaînes de valeur
en s'appuyant sur des filières où la production est déjà maîtrisée. Le principe est clair, transformer sur place, contractualiser avec les producteurs et stabiliser les débouchés. Le succès de l'usine de transformation de tomates sert ici de référence non comme un modèle unique, mais comme une preuve de faisabilité reproductible. La troisième étape touche à la coordination institutionnelle. Plus les projets se multiplient, plus la gouvernance devient déterminante. Clarifier qui décide, qui exécute et comment les résultats sont évalués permet d'éviter les chevauchements et les pertes d'efficacité. À ce niveau, la transparence et la lisibilité des responsabilités deviennent des outils de performance, pas seulement des exigences politiques. Une quatrième étape concerne l'intégration régionale. Les infrastructures de transport et l'énergie peuvent soutenir des échanges plus larges, à condition d'être pensés dans une logique de coopération et non d'isolement. Cela suppose des accords pragmatiques centrés sur les flux commerciaux et les bénéfices mutuels. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur unique que comme un point d'impulsion. La réussite dépendra de la capacité à transformer une orientation politique en routines administratives et économiques durables. Au début de ce récit, il y avait des scènes simples, des récoltes perdues, des villages plongés dans l'obscurité, des routes qui isolaient plus qu'elles ne reliaient. Ces images reviennent maintenant chargées d'un autre sens, la tomate transformée localement, la lumière solaire dans les écoles, la route qui ouvre l'accès au marché ne sont plus des exceptions. Elles deviennent des repères d'un changement en cours. Ce rappel n'est pas nostalgique, il est structurant. Il montre que la transformation ne s'est pas faite par rupture spectaculaire, mais par une accumulation de décisions concrètes. Chaque projet a déplacé légèrement la frontière entre dépendance et autonomie. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire lisible, même si elle reste inachevée. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le fil conducteur de cette narration. Non parce qu'il incarne à lui seul la réussite, mais parce qu'il a cristallisé une attente collective, celle de voir l'action primer sur la promesse. Cette attente explique l'adhésion initiale, mais aussi l'exigence croissante. Plus les résultats sont visibles, plus la société attend qu'ils se prolongent. La force émotionnelle de cette histoire réside dans cette tension. Elle ne raconte pas une victoire définitive, mais un moment où un pays a choisi de ne plus subir passivement ses contraintes. Ce choix, fragile mais assumé, redonne une dignité qui dépasse les chiffres. La phrase qui s'impose alors est simple. L'indépendance n'est pas proclamée, elle se pratique. Cette trajectoire ne se referme pas sur une conclusion définitive. Elle invite plutôt à une discussion plus large sur ce que signifie aujourd'hui reprendre le contrôle de son développement. Le cas du Burkina Faso ne fournit pas de recette universelle, mais il pose des questions concrètes que beaucoup de sociétés partagent à des degrés différents. Comment produire localement ce qui est essentiel ? Comment réduire une dépendance sans créer de nouvelles fragilités ? Comment transformer des contraintes structurelles en leviers d'action ? L'expérience portée par Ibrahim Traoré oblige à déplacer le regard. Elle suggère que la souveraineté n'est pas une abstraction réservée au discours politique, mais une suite de choix mesurables, visibles dans la vie quotidienne. Routes, énergie, agriculture et organisation collective deviennent alors des indicateurs aussi importants que les déclarations officielles. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter ce modèle, mais de l'interroger. Quels éléments sont transposables ? Lesquels dépendent d'un contexte spécifique ? Et surtout, quelles priorités concrètes pourraient produire un effet similaire ailleurs, à une autre échelle ? Ce récit reste ouvert. Il appelle à comparer, à débattre et à confronter les expériences. Si cette histoire suscite une réflexion, un désaccord ou une interrogation, alors elle a atteint son objectif principal. Transformer un cas national en point de départ pour un dialogue plus large sur l'autonomie, la dignité et l'action collective.